Je remercie Nicolas qui est notre témoin aujourd'hui et à qui je vais très rapidement donner la parole. Mais en préambule, il me paraissait important de vous rappeler qui est Mountain Riders parce que peut-être, et vous êtes d'ailleurs peut-être nombreux à ne pas nous connaître. Donc très brièvement, en quelques mots, l'association Mountain Riders est une association d'éducation au développement durable en montagne. Nous, notre objet, c'est de soutenir et d'accompagner la transition écologique sur les territoires de montagne, ce qui veut dire très concrètement qu'on travaille avec différents publics, à la fois le public jeunesse, c'est le cœur de notre action, hein, on accompagne ce public-là dans le cadre scolaire et extrascolaire, sur des thématiques notamment autour de la consommation responsable, du climat, et puis forcément on accompagne aussi les professionnels du tourisme en montagne, et plus largement les communautés de pratiquants qui, qui sont à la fois les acteurs, les consommateurs qui utilisent ou vivent sur ces terrains de jeu. Voilà très brièvement notre quotidien. Mountain Riders, c'est une association composée à la fois de bénévoles et de salariés, basée sur tous les massifs en France. Et le siège de l'association est à Chambéry, d'où je suis aujourd'hui. Je vais, Nicolas, simplement te demander dans un premier temps de te présenter, nous dire qui tu es, puis en deux mots ton parcours. Oui, Ce qui t'amène là aujourd'hui, et puis nous expliquer déjà dans les grandes lignes les missions que tu as et que DLM a. Et juste avant de te donner la parole, je souligne que si Nicolas est là aujourd'hui avec nous, c'est parce qu'il est partenaire de l'association et que Déplacer les montagnes nous reverse 1% de son chiffre d'affaires chaque année. Voilà, et que c'est important de le souligner. bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc voilà, donc Nicolas Alarcon, gérant de la société Déplacer les montagnes. Donc avant de parler de la société, je vais parler de moi comme me le demande Camille. Du coup, moi j'ai un parcours un petit peu atypique, essentiellement lié à la biologie ou l'aménagement du territoire. Biologie sur le côté loup, l'animal, pour ceux qui seront curieux, en tout cas, je suis passionné par l'animal et donc ça a été 15-20 ans de ma vie. Je vivais cette passion sur le Vercors et j'ai toujours eu, si vous voulez, un travail qui était lié à l'événementiel, qui était donc l'agence aujourd'hui qui s'appelle Déplacer les montagnes, mais qui auparavant s'appelait Morel Organisation. Bref, en gros, j'ai commencé l'aventure dans l'événementiel en 1998 et j'ai la gestion aujourd'hui de Déplacer les montagnes depuis maintenant 7 ans, depuis 2013. Donc, cette société Déplacer les montagnes a été créée par Nicolas Morel en 2005, un passionné aussi de la montagne, chambérien, avec qui on a pu développer progressivement de A à Z voilà, une société. Hein. On a commencé vraiment en bas, du moins au départ, et on a voulu convaincre à travers en tout cas nos propositions que le monde de la montagne pouvait être aussi, comment dire, animé par des passionnés. Et Nicolas était vraiment un passionné, en tout cas, du monde montagnard, ce qui a fait de nos projets, de notre manière aussi de travailler, une ligne directrice qui nous mène aujourd'hui à, je dirais, un événementiel responsable, en tout cas que je considère responsable. Ok, Voilà. super. J'essaie de Euh, faire court suite aux demandes de Camille. non, mais je vais très vite te redonner la parole. Je avant de rentrer dans le concret de la question qu'on a posée sur ce webinaire, hein, qui concerne l'événementiel responsable, vous dire un petit peu finalement pourquoi aujourd'hui on prend la parole sur ce sujet. Eh bien, c'est pas anodin. L'événementiel responsable chez nous est pas le cœur de notre activité, le cœur de notre action, mais il n'empêche que c'est un sujet sur lequel on a travaillé, ça a 20 ans. Et il y a 10 ans en arrière, on vivait le constat que je vous partage là en photo.
Et en fait, à l'époque, on faisait beaucoup de sensibilisation sur le terrain et on écumait beaucoup d'événements. Et on s'est aperçu, donc je vous parle de ça, hein, c'était en 2008-2009, il était réellement temps d'agir, qu'il y avait peu de choses qui étaient en place pour aider les organisateurs. Et c'est pour ça il y a cette dizaine d'années, on a créé ce premier éco-guide de l'événement qui est toujours disponible en ligne sur notre site web et qui peut être pour vous un outil d'aide à la mise en place de la démarche et à son évaluation. Et puis, on a aussi travaillé à un outil qui est toujours disponible également en ligne, un autodiagnostic environnemental qui s'adresse aux responsables et aux organisateurs d'événements, qu'on a conjointement mis en place avec différents partenaires, dont l'ADEME. Du coup, cette histoire nous donne la légitimité de parler d'événements éco-responsables aujourd'hui, et d'autant plus que c'est des sujets aujourd'hui qu'on va traiter plus en profondeur, notamment avec des acteurs comme Déplacer les montagnes, et on va vous raconter tout ça. J'ai un petit peu voulu re-questionner le sujet qu'on vous avait partagé, parce qu'en fait, pour nous, l'enjeu, c'est que justement, beaucoup de choses ont été développées, ont été mises en place ces 10 dernières années, et qu'en fait, l'enjeu qu'on doit partager, c'est que les événements de demain sont les éco-événements d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le postulat de départ, c'est que la transformation, elle doit être désormais massive. Il y a eu un temps à la mise en place, à l'expérimentation. Petits et gros événements, en tout cas en montagne, ont engagé des démarches. Est venu le temps, en tout cas pour nous, vraiment de massifier ces pratiques. Simplement, ce petit schéma, je ne vais pas le détailler, il est très chargé, mais ce schéma, il est intéressant parce qu'il est circulaire et qui montre qu'aujourd'hui, engager une démarche d'éco-responsabilité quand on organise son événement, c'est avant tout prendre en compte qu'on est on est en fait dans une démarche vraiment systémique. On est dans une démarche globale, et l'enjeu va être de dépasser le cadre de l'action ponctuelle et de vraiment engager un changement en profondeur. Voilà. Ce document-là, enfin ce support, on vous le partagera. Vous pourrez le retrouver. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était pour vous montrer cet enjeu-là. Vous dire aussi que de notre expérience, ce qu'on retient, et puis c'est ce qu'on a aussi vécu avec Déplacer les montagnes, c'est qu'il y a une base, un socle à avoir, en tout cas quand on veut se lancer. Il y a une notion forte d'engagement. Il faut que les acteurs, que les élus, que les professionnels, que les associations qui portent ces événements aient un engagement, c'est évident. Il faut aussi beaucoup de transparence, et derrière la transparence, d'humilité, et c'est une valeur forte qui est aussi de dire, de montrer et de valoriser tout ce qu'on fait, même si on n'est pas parfait, de le dire, de rentrer dans cette démarche de progrès qui est fondamentale, parce que dans une démarche de progrès, on fait un diagnostic initial et au fil de cette démarche, on s'évalue, et ça, c'est très important. Et je crois que l'élément clé de ce socle, c'est le faire ensemble, et qui est un élément sur lequel je vais revenir juste après. Donc, je vais le détailler ici. De notre expérience, on s'est aperçu qu'une démarche d'éco-événement pouvait vraiment devenir globale si, en fait, il y avait ces 4 ingrédients qui étaient travaillés, amorcés, c'est-à-dire à la fois cette étape de sensibilisation des équipes en interne et du public en externe, et ça, souvent, cette étape 1, elle est souvent bien faite. Là, ensuite, sur les étapes 2, 3, 4, on rentre vraiment dans des étapes sur lesquelles il y a des marges de progrès, notamment celle de la formation. Comment aujourd'hui, il est important de prendre conscience que former ces équipes bénévoles est essentiel, partager un langage commun, partager les valeurs de l'événement est essentiel. Et puis aussi, permettre la démarche éco-événement permet d'apporter aussi une montée en compétences à ces bénévoles. Donc, l'enjeu de la formation dans cette démarche d'éco-événement est très importante. Et c'est de cette manière-là qu'on va réussir à travailler l'implication
finalement de toutes les parties prenantes dans l'organisation et du coup la réussite de l'événement. Et puis la dernière étape, qui est un petit peu le Graal, mais qui, je crois, aujourd'hui est vraiment ce qui est avisé, c'est la co-création, c'est-à-dire arriver à, à partager la raison d'être, la genèse du projet, de l'événement, et ce qui permet ensuite d'ailleurs de plus facilement la copiloter. Voilà, je voulais juste vous donner en préambule ces ingrédients qui sont très importants pour nous et qui m'amènent à vous montrer en fait ce qu'on a pu faire avec Déplacer les montagnes, qui est donc très lié donc là on va dire au secteur événementiel plutôt salon, parce qu'on a mis en place une charte. Et cette charte, elle vient pas de nulle part. Avec Déplacer les montagnes, on a un petit peu fait le processus que je vous ai présenté avant, c'est-à-dire que on a d'abord travaillé cet enjeu de la sensibilisation des acteurs, puis ensuite on a travaillé à aussi impliquer l'entreprise et ses équipes. Donc on a travaillé avec les équipes de Déplacer les montagnes pour voir ce que c'était concrètement de faire de l'événement responsable et comment ça donnait du sens à cette entreprise pour arriver à des choses plus concrètes et notamment, et là ça touche la question de l'engagement, la mise en place d'une charte. Et là, je ne vais pas en dire bien plus long. Nicolas, tu vas nous expliquer tout ça. Et je voulais juste deux ressources en tout cas qui sont intéressantes pour aller plus loin. Et pour ceux qui sont venus aussi sur le webinaire pour avoir des outils en dehors de l'outil ADER que je vous ai très brièvement présenté et de notre guide, n'hésitez pas à aller voir le réseau le réseau éco-événement. Vous avez l'adresse web ici. C'est très complet, il y a énormément de bonnes idées et de bonnes initiatives, des guides, des labels, etc., des temps d'échange. Et puis également, je voulais vous présenter une initiative, elle, qui est plus sur le territoire de la région Sud-PACA et qui s'appelle Coffees et sur lequel aussi il y a beaucoup de ressources qui peuvent vous intéresser. Voilà, du coup, Nicolas, j'ai envie de te poser plein de questions, mais je ne vais pas avoir le temps de t'en poser trop. Du coup, je vais commencer par celle que j'ai ouverte là. C'est comment, du coup, Déplacer les montagnes, qui est un acteur de l'événementiel en montagne, contribue finalement à au développement. Au développement. Alors, comment? Alors, moi, je dirais avant tout, l'aventure de Déplacer les montagnes, c'est bien sûr des convictions comme celles que tu viens d'énumérer, avec l'envie de faire des événements responsables, ou des éco-événements, comme on veut. Mais aujourd'hui, c'est aussi une conviction interne à Déplacer les montagnes. Ce n'est pas que moi. Aujourd'hui, j'ai des convictions personnelles, mais on a aussi une volonté dans l'équipe de transmettre des valeurs. Donc, c'est vrai que je dirais, la volonté de convaincre est venue de l'équipe. Donc, à la fois de la direction, mais aussi de l'équipe opérationnelle qui va expliquer sur, en tout cas, les chantiers de montage ou de démontage, comment on travaille, dans quel état d'esprit on travaille. Et ça, c'est quand même nécessaire, en tout cas, pour être sur le même chemin et pouvoir avoir le même discours et, je dirais, après convaincre. Et donc, comment on procède? Je dirais, c'est le bon exemple déjà, comme on a pu le créer ensemble avec la charte pour les éco-stands. Pourquoi Grand Ski? C'est pas anodin. Grand Ski, pour présenter juste ce salon, c'est quand même un rassemblement de l'ensemble des acteurs, en tout cas des décideurs du monde de la montagne, de tous les massifs quasiment, ils sont tous présents. Donc c'est là où, pour moi, on avait tout intérêt à, en tout cas, avoir la présence de Mountain Rider. Et Mountain Rider est présent depuis maintenant quelques années avec un stand, commence à avoir de plus en plus de voix et de plus en plus écouté, consulté, parce qu'on a vu aussi dans le temps que on n'a pas bougé du jour au lendemain, en tout cas dans les convictions, en tout cas dans les actions surtout. Les convictions, on les avait, on avait beaucoup de beaux discours, mais on n'avait pas toujours les réalisations derrière de nos décideurs, en tout cas des opérations qui étaient menées. Donc aujourd'hui, voilà, c'était pour moi, les enjeux en tout cas de l'événementiel sont liés, je dirais, à la RSE, la responsabilité
sociétale des entreprises. Et c'est un tout. C'est à la fois l'équipe, son fonctionnement, ce qu'on va proposer, la discussion commerciale qu'on va avoir avec notre client, parce qu'ils ont des habitudes, donc il faut changer ces habitudes-là. Et pour les convaincre, ben voilà, on va utiliser nos convictions qui sont tout ce qu'on propose comme matériaux. Je pourrais donner des exemples plus concrets plus tard, je ne sais pas en tout cas si je rentre dans le détail de nos aménagements, mais en tout cas qui permettent d'expliquer le pourquoi, aussi la provenance de nos matériaux, qui peut justifier aussi des fois notre politique de prix. Hein. C'est pas anodin pour moi, quelqu'un qui vient en tout cas choisir un stand où on est un petit peu plus cher, on est conscient, mais on l'explique. Et c'est pour moi une façon de consommer, en tout cas tout en respectant l'événement. Et surtout, je dirais, ce qui me chagrinait, on va dire, et qui nous chagrine le plus, en tout cas avec l'équipe, c'était l'ensemble des déchets qui étaient, je dirais, vraiment nombreux sur l'ensemble des événements qu'on pouvait fréquenter, que ce soit intérieur, parc des expositions, à l'étranger, en Europe. Et je dirais, c'était encore plus touchant pour nous, montagnards, d'arriver avec cette image-là, où je considère qu'on vient de la nature, on prône pour la nature, on vante les mérites de notre nature, de sa beauté. Et là, on n'était pas, je trouve, en adéquation avec ce qu'on appliquait sur les événements qu'on a pu réaliser en 15 ans. Et selon toi, les éléments qu'on a co-construits là, qui d'ailleurs, cette charte que vous avez sous les yeux, qui est une charte bête et méchante, dont l'enjeu n'est pas de finalement l'avoir là aujourd'hui dans les mains. Ce qui est intéressant, c'est que cette charte, en fait, qu'on peut retrouver chez beaucoup d'acteurs, et vous-même, peut-être que vous êtes dans ce type de démarche. Ce qui est intéressant, c'est que cette charte, on l'a co-construite et que du coup, DLM se l'est appropriée à la fois en interne, dans sa posture de prestataire pour du coup finalement presque aller éco-conditionner sa relation client. Et puis, vu que DLM est aussi organisateur d'événements, avoir plus largement les grands axes de travail et d'engagement. Donc, en fait, ce document n'a de sens que s'il est partagé, co-construit et que, comme je le disais précédemment, qu'on arrive aussi à s'évaluer. Du Concrètement, quand on parle d'éco-conception de stand dans le milieu d'événementiel, est-ce que par rapport aux axes qu'on a identifiés dans cette charte, finalement, on a écrit un joli discours où il y a réellement des actes? Est-ce qu'il y a réellement des choses qui sont faites et qui ont un impact positif en termes d'économie circulaire? Je pense notamment aux enjeux de modularité, de matériaux réutilisables, parce qu'on est quand même dans un secteur du jetable. Exactement. Moi, je dirais que c'est une force. Aujourd'hui, moi, on a des cloisons qui ont 16 ans, que l'on loue. Donc, je dirais pour tout entrepreneur ou gérant, le modèle économique fait rêver parce que les marges sont présentes, bien évidemment. Mais au-delà de ça, c'est qu'on travaille bien sûr des bois qui viennent de notre région, en tout cas. On propose en premier temps ces bois-là. On explique qu'on a une histoire, en tout cas, sur tous les éléments qu'on va proposer. Et, et pour commencer, je dirais un détail technique qui est très important. C'est par exemple, on a des normes à respecter dans les salons. Et aujourd'hui, au lieu de proposer un produit unifugé sur l'ensemble des matériaux qu'on va utiliser, on va utiliser une certaine épaisseur. On va augmenter l'épaisseur, notamment des cloisons de bois, pour respecter cette norme feu, par exemple, pour éviter de badigeonner nos cloisons d'un liquide dont la provenance, on ne la connaît pas très bien. Elle est réputée pour ne pas être recyclable, notamment, c'est exactement le même produit qu'on applique sur les moquettes, qu'on n'arrive pas à recycler, et que je refuse d'ailleurs de poser dans les salons. Donc voilà, c'est d'avoir une logique, et cette logique, on l'a au quotidien à travers notre commercialisation, à travers nos réflexions. Et je dirais, chaque ligne, oui, est devenue un réflexe quotidien, c'est notre fonctionnement.
On va réfléchir à covoiturer, on va réfléchir on va refuser des événements aussi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire non parce que on n'est pas du tout dans nos convictions, ou pas assez en tout cas, ou on n'arrive pas à évoluer vers, vers un consentement sur le format, parce que le client, bien sûr, on essaie de se rapprocher au maximum de son idée, mais on essaye aussi de l'amener sur autre chose et de voir que des solutions peuvent être économiques. Et la première, pour énumérer Grand Ski une nouvelle fois, c'est de proposer à ces stations de travailler avec nous sur 3 ans pour accéder à des matériaux un peu plus onéreux, mais qui permettent de lisser leur budget sur 3 ans, et nous de respecter justement cette éthique-là par rapport au bois qui vient pas de Chine, qui, j'ai rien contre les Chinois, mais qui aujourd'hui n'a pas de sens d'être travaillé, en tout cas dans nos événements, avec la proximité de Syrie et tout le réseau qu'on peut avoir de savoir-faire autour de nous. Mmh. Donc voilà, pour en revenir à cette charte, oui, on se l'applique au quotidien, on se l'applique dans nos lieux de vie communs. Et on diffuse aussi cette charte, et il faut la diffuser parce que Mmh. vraiment que les autres, je n'ai pas de réelle concurrence. Moi, avec Camille, en toute honnêteté, on a choisi de proposer cette charte à Grand Ski parce que c'est à tout France, donc l'État. Euh, on va essayer de convaincre d'abord le ministère, l'État, et après on espère que les privés suivront et seront Mmh. convaincus. C'est Nicolas, tu as prononcé le gros mot qui est celui de la moquette. Oui, Euh, Juste, il y a de ça 10 ans en arrière, on commençait, nous, en tout cas Mountain Riders, hein, à faire nos stands de sensibilisation sans moquette. Donc ça a donné un petit peu des situations improbables. J'ai souvenir d'être au milieu du Mountain Planet euh, et d'être le seul stand sans moquette. Donc vraiment, enfin, voilà, esthétiquement, c'était particulier. Et on était un petit peu, c'était des choses qui se faisaient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis nous, on a vu des choses et des salons hein, qui valorisaient le béton brut, qui utilisaient et c'est ce que toi tu promeus du plancher bois. Euh, Est-ce que toi, dans les retours clients que tu as, dans ce que tu observes, est-ce que je sais pas, tu aurais pas un chiffre, je pense que ça sera compliqué, mais est-ce que tu vois cette tendance évoluer je vois ça. ou est-ce que quand même les choses bougent lentement? Je dirais ça bouge lentement, mais ça bouge. Mm. Par contre, juste pour revenir sur la moquette, je suis contre un certain type de moquette. C'est-à-dire que c'est la moquette aiguilletée, qu'on appelle ça en salon, unifugée, donc traitée anti-feu, qui est d'ailleurs très néfaste si vous brûlez avec cette moquette. On peut proposer une autre moquette. Je ne suis pas contre la moquette. Je suis pour une moquette qui est réutilisable, donc une moquette de qualité qui va être à la fois rangée et ressortie. Donc on a des moquettes, nous, qui ont plus de 10 ans. Les shampooings, c'est du travail, c'est une fois de plus, ça se répercute sur le coup, mais on peut avoir de la moquette sur son stand. Mais voilà, un type de moquette qu'on réutilise. Le plancher bois est une solution, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est plus lié, je dirais, mon combat aux organisateurs. Aujourd'hui, ils sont convaincus que pour avoir un salon attractif, il faut avoir de la moquette partout. Parce qu'on le fait depuis des années, c'est comme ça, on a des codes couleurs, c'est joli, c'est harmonieux. Et on pense que notre visitorat, en tout cas, sera dans un salon de qualité. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu par ça. Euh, c'est évident parce que voilà, on ne recycle pas cette moquette-là. C'est donc un peu mon combat, comme tu dis, depuis 10 ans. Hein. C'est mon argument. Et d'ailleurs, je refuse de la poser, notamment à Grand Ski, même si l'argent pourrait être un argument, ça ne l'est pas. En tout cas, chez nous, déplacer les montagnes. Donc, on refuse depuis maintenant 6 ans de poser cette moquette sur l'ensemble du salon, qui est posée par d'autres personnes. Hein. Elle est quand même là, mais nous, en tout cas, on ne le fait pas. Et c'est d'aujourd'hui de nous, justement, de convaincre et de dire qu'il y a autre chose, d'autres propositions, et que peut-être, je dirais, au lieu de couvrir une allée de 4 mètres, eh ben, peut-être un fil de 1 mètre fait autant, je dirais, son job dans le sens de la direction qu'on veut donner à notre visitorat, au lieu de couvrir aujourd'hui des allées qui sont démesurées avec des quantités, c'est plusieurs millions de kilomètres carrés que l'on jette en France en salon suite à tous ces événements-là et qu'on n'arrive pas à recycler. Et c'est un réel problème et on n'en parle pas beaucoup. Du coup, c'est pour moi, oui,
un combat personnel, la moquette. Ok. Du coup, peut-être prendre un petit peu de hauteur sur le secteur et avoir ton avis sur vraiment les enjeux de l'événementiel, mais vraiment appliqués au secteur du tourisme de montagne. Parce que, effectivement, il y a enfin, dans le secteur de l'événementiel, on va dire de base, il y a cette schizophrénie de la durabilité et de l'éphémère, avec laquelle aujourd'hui on est quand même euh, bien outillé pour voir qu'il y a, il y a des vraies marges de progrès et que on a beau utiliser des outils tels que l'événement qui sont éphémères, on a quand même ces solutions-là laissent des traces positives au-delà de leur impact. Quand on parle d'événementiel en montagne, c'est encore un grand écart parfois encore plus important parce qu'on est dans le milieu naturel, parce qu'on est on n'est pas nécessairement dans des lieux prévus pour. Du coup, quel est ton regard, ton avis sur ces enjeux-là voilà, si Aujourd'hui, je dirais pour les enjeux, en tout cas sur des événements vraiment en montagne, bien évidemment, c'est déjà la- la- l'approche de cette montagne. Qu'est-ce qu'on va proposer comme événement? Parce qu'il y a plusieurs dimensions d'événements. Voilà, aujourd'hui, on est capable de réaliser un Tomorrowland à Alpe d'Huez, quand même un événement majeur qui demande des semaines et des semaines de montage. Donc, je pense que ça, c'est sur la neige, d'accord. Il y a une maîtrise, ils sont surveillés. Mais la dimension de l'événement aujourd'hui, bon après, ça c'est ma position personnelle, est peut-être surdimensionnée par rapport je dirais, à l'éthique que moi j'ai de la montagne et de ce qu'on doit y proposer. On peut faire quelque chose d'aussi attractif, aussi spectaculaire, sans avoir un volume de 30 à 40 semis de matériel qui vont être apposés sur plusieurs sommets, sur même une station complète pendant plusieurs semaines, qui génère énormément pour moi, je sais pas, de l'image. C'est pas l'image de la montagne que j'aimerais avoir en tant que skieur déjà, même si aujourd'hui la communication elle est faite en amont et que les gens y vont de leur plein gré. Mais aujourd'hui, voilà, ces enjeux-là, voilà, c'est des vraies questions. Je dirais au-delà de dire qu'on va réaliser un événement comme ça en montagne, je dirais il y a quand même des choses je vais repartir en ville, parce que souvent on amène la montagne en ville. Aujourd'hui, il y a 10 ans, on amenait la neige en ville. C'est-à-dire qu'on était capable d'amener des camions complets, et moi le premier, hein, on y a contribué dans les années 2000, où on voyait, voilà, on réalisait des pistes de ski en vraie neige, avec des canons à neige. Du coup, c'était pas produit sur place, hein, ça venait de stations, ça roulait la nuit, on réenneigé pendant 15 jours. C'est complètement aberrant. Aujourd'hui, pour moi, c'est obsolète, et pourtant, ça a 20 ans maintenant, mais ça a été pratiqué jusque dans les années 2005. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a plus de sens pour tout le monde, que ce soit l'organisateur, les villes qui nous reçoivent, ou la façon de faire, même par les stations qui vont produire de la neige et qui peuvent nous donner de l'argent pour leur promotion et ainsi de suite. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire du ski en ville, mais sur des tapis synthétiques. Voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est plus acceptable et qui donne une sensation équivalente. Et aujourd'hui, si on veut voir la vraie neige, on vient la voir chez nous. Je trouve ça aussi intéressant en termes de commerce et d'attraction. Donc voilà, aujourd'hui, par rapport, en tout cas, nous, l'expérience de dépasser les montagnes, autre que celle d'Alpôme ou du Salon Territoire Chartreuse, comme tu viens de l'indiquer, c'est de travailler des événements avant tout qui mettent en valeur ce territoire, pour reprendre celui de la Chartreuse ou d'Alpôme. Du coup, je te laisse transiter tout Je seul. pars direct. Voilà, parce Donc que voilà, au-delà des convictions qu'on peut avoir et, à travers les stands et les projets qu'on a pu réaliser pour nos clients, on est parti de deux projets. Un premier en 2010, Alpôme, qui est un salon qui se déroule à Méribel depuis maintenant 10 ans, en fait nous 10 ans d'ailleurs cette année, qui a pour but de valoriser, on va dire, tout le savoir-faire de l'arc alpin. Alors arc alpin italo-franco-suisse, c'est-à-dire que voilà, on invite aussi nos voisins à, à montrer tout leur savoir-faire dans différents corps de métier pour rénover un bien immobilier, par exemple, construire une maison, avoir des projets de rénovation d'appartements. Et le but était de dire que
vous avez tout un savoir-faire autour de vous, vous pensez le connaître, mais ce n'est pas la réalité, parce que on a rarement des salons qui concentrent l'intégralité de notre territoire. Et c'était aussi de dire d'arrêter d'aller chercher des choses, notamment encore en Chine, où on pense qu'on fait toujours, on va dire, des bonnes affaires. Et c'est là où même, je dirais, pour prendre le cas d'Alpôme, on a prouvé via des conférences et des experts comptables que ce n'était pas toujours réel. Et qu'aujourd'hui, ils étaient gagnants à faire travailler leurs voisins, à faire travailler voilà, un réseau de proximité pour pouvoir réaliser leurs projets, tout en ayant en plus, je dirais, un coût plus que raisonnable. Et Alpôme, ça a été ça. Et Alpôme s'est exporté d'ailleurs en Suisse. Les Suisses ont été intéressés par ce modèle-là. Et je dirais sa réussite, parce que il se déroule sur la Chaudane, à 1500 mètres d'altitude à Méribel. Donc on a un salon quand même très très haut. Et on le propose en plein été. C'est-à-dire aujourd'hui en juillet, mais avant c'était au mois d'août. Donc voilà, alors le but pour nous, c'était aussi d'avoir un esthétisme, je dirais, de salon voilà, qui donne envie juste de se promener, même si on ne vient pas consommer, de donner envie, de valoriser le décor qui nous entoure, hein, parce qu'on est vraiment entouré de la montagne. Donc voilà, ça nous pousse encore plus à être rigoureux sur les ambiances proposées, les détails. Là, les façades que vous voyez, voilà, c'est du vieux bois. Aujourd'hui, ce vieux bois-là, c'est des cloisons qui ont bientôt 10, 14, 15 ans aussi, qu'on retravaille, qu'on restaure, qu'on répare. Donc c'est en adéquation aussi avec ce qu'on propose à travers ce salon. Et pour découler sur l'autre salon, je dirais qu'il y a une petite déclinaison d'Alpôme, tout simplement, que j'ai lancé maintenant il y a 2 ans, il y a un an. On devait faire la deuxième édition cette année. Et le salon territoire de Chartreuse, c'est de repartir aussi sur la notion de territoire. Mais là, on va mettre en avant tout le savoir-faire de plusieurs secteurs. Ça va être l'éco-habitat, la filière bois, ça va être ce qui va être le culinaire, les saveurs, le savoir-faire du territoire, notamment la Chartreuse, pour ceux qui la connaissent, mais il y a tous les chocolatiers, les caves, les vins. On va avoir tout l'aspect sport, culturel et tout ce qui est industriel. Parce qu'il y a des industries sur le territoire et il faut les valoriser. Elles expliquent aussi leur savoir-faire. Et je dirais ce salon, voilà, c'est une concentration de tout ce savoir-faire et on a voulu la coupler notamment avec les étudiants, en tout cas le monde scolaire. Ça a été une réussite. On a eu plus de 6-7 000, 6 000, on a eu 700 élèves pardon, qui sont venus voir la première édition, qui ont pu découvrir le monde réel, je dirais la vie active, poser des questions concrètes, je dirais, sur un futur métier ou développer même des vocations. Donc aujourd'hui, voilà, moi, c'est vraiment cette économie circulaire de territoire, de proximité, de valorisation. Et pour moi, le monde, en tout cas, déplacer les montagnes, on souhaite vraiment valoriser tout ça à travers des salons, parce que ce n'est pas réalisé. Aujourd'hui, c'est peut-être au parc naturel, je ne sais pas, aux communes à réaliser ce type d'événement, mais ils ne sont pas équipés pour, et on avait envie aujourd'hui de lancer ça, et ça marche plutôt bien, et je pense qu'on est dans la bonne voie justement sur un événement responsable aussi, mais avec au-delà de ça des convictions de créer du réseau et de rassembler aussi, parce que l'humain est très très important pour nous, pour l'événement. Et qui plus est en ce moment, qui fait lien avec la question que je voulais te poser, comment peut-être, toi personnellement et professionnellement surtout, tu as vécu le confinement, tu vis aujourd'hui, comment DLM vit aujourd'hui cette crise. Voilà, est-ce qu'il y a des impacts positifs, négatifs, des opportunités? Le secteur de l'événementiel est un des secteurs les plus touchés. Quel est ton regard là-dessus? Mon regard personnellement, ça a été très apprécié, parce que c'est une pause je dirais à titre personnel, surtout quand on vit en montagne, du coup, je dirais un confinement, ça vit beaucoup mieux qu'en ville. Donc voilà, hein, déjà l'environnement aide beaucoup. Et je dirais par rapport à l'équipe, une inquiétude au départ, bien évidemment, hein, quand on a vu que tout s'arrêtait. Aujourd'hui, on est quand même en France où l'État assume les salaires et c'est pas rien. Moi, c'était mon stress numéro un, dire comment l'équipe va pouvoir vivre, comment, parce qu'on n'a plus moyen de travailler, donc c'était quand même sincèrement un problème.
sans penser au licenciement, mais en tout cas, quelle était la pérennité de la société, en tout cas, avec son équipe actuelle. Et c'est là où je dirais, ça a été la force de déplacer les montagnes parce que, au-delà de dire que tout va bien, c'est qu'on a un modèle qui nous permet de pouvoir repartir à tout moment. On a un stock, on n'a pas besoin de créer quoi que ce soit tout de suite, on peut repartir dès demain. Et c'est le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, Paris a réouvert ses portes, on nous a appelé très, très rapidement pour avoir du mobilier montagnard pour équiper les terrasses. Voilà, aujourd'hui, c'est ce stock-là qui nous permet de pouvoir travailler très rapidement. On nous demanderait un salon demain, c'est le cas aussi, on peut être très réactif. Donc, je dirais, je suis un petit peu inquiet malgré tout, parce que aujourd'hui, on ne sait pas trop sur quelle date on va pouvoir réellement reprendre, même si on prend le risque, par exemple, cet été, de maintenir Alpôme fin juillet sur Méribel, et d'y associer notamment les assises de la montagne avec nos institutionnels, en tout cas de la montagne, tout en sachant que le 22 juin, peut-être on ne pourra pas le réaliser parce que le protocole sanitaire que l'on doit appliquer sur un événement n'est pas encore sorti. On a uniquement je dirais, la donnée de moins de 5000 personnes à l'instant T sur, on ne sait même pas la surface, on ne sait rien. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un peu le flou. Un petit peu inquiet, oui, parce que c'est une année blanche, on va dire, pour nous. Mais voilà, on en profite. Je dirais toute l'équipe le vit relativement bien, dans le sens où on profite de tout ce qu'on ne peut pas faire le reste de l'année. C'est particulièrement intense pour nous. Donc voilà, c'est mitigé selon. Et en même temps, ça révèle que ton modèle économique, il est viable. Le modèle économique, il est viable, exactement. C'est ce qui, en discutant avec des concurrents ou des collègues, voilà, leur modèle est totalement différent. Il est dépendant de fournisseurs, de transformation, de sur-mesure. Voilà, nous aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on sort un petit peu du lot dans nos propositions, mais aussi dans ce modèle. Je pense que c'est vraiment la voie pour tout le monde de travailler dans ce sens-là, de dire que aujourd'hui, on fait de l'éphémère, ok. À minima, c'est 3 sorties, je dirais, mais pas une sortie. Ça n'a pas de sens de créer des stands aussi grands, par exemple, des 200 mètres carrés utilisés pour 2 jours et jetés à la poubelle. Non, ça me paraît logique aujourd'hui. Bon, c'est le Covid qui peut-être va révéler tout ça, mais voilà, c'est peut-être le côté positif, en tout cas dans la gestion des déchets dans l'événementiel. Ok, merci Nicolas. Il est grand temps de vous laisser la parole parce on a pris pas mal de temps. Donc la parole est à vous sur des retours d'expérience que vous voudriez partager, des questions que vous auriez à poser autour de sujets qu'on a évoqués ou pas. Tout est bienvenu. Euh, je vais laisser étant en partage d'écran, je ne vois pas vos commentaires. Donc, Yann, je vais te laisser Ouais, alors on a une la première parole. question. Voilà, une première question qui peut s'adresser à vous deux, de Matt, qui nous dit: Bonjour, merci d'organiser un tel webinaire. J'organise avec l'association sportive de ma caserne un trail dans un parc naturel régional. Une question concernant l'événementiel sportif. Est-ce que quelqu'un aurait une ou des idées sur comment réduire, voire supprimer les rubalises sur les parcours? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Les rubalises, moi en tout cas, je dirais, c'est un peu comme le ruban de bûcheron, hein. Quand je vais en forêt, que je veux pas me perdre, je mets du ruban, hein, les bûcherons appliquent ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on repart? On les reprend. Euh, c'est une réutilisation. Après, je dirais le cordon, j'espère qu'il est retiré. En tout cas, les rubalises sont retirées à la fin du parcours. Et en tout cas, c'est ma position, hein, sachant que je suis pas un expert sur l'organisation des trails. Mais voilà, pour moi, c'est de pouvoir, on peut très bien repasser et retirer l'ensemble de tout ce qu'on a pu installer, et notamment ces rubans. Alors c'est vrai que c'est, je pense, beaucoup de travail, mais voilà, en tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas si Camille a une autre idée, en tout cas, pour supprimer la rubalise. Elles servent quand même pas mal, mais Euh,
ouais, juste pour compléter, effectivement, on a vu plein de choses apparaître pour pallier à ce point-là, notamment de la peinture biodégradable, de la rubalise biodégradable. Mais finalement, rien de mieux que de chercher à atteindre deux choses. La mise en place d'une rubalise qui peut être réutilisée. Et effectivement, bah, je rejoins Nicolas sur le fait de bah, rien de tel que du coup d'avoir une équipe de Serfil qui l'enlève et qui plus est du coup qui travaille sur la liste qui est réutilisée. Les choses existent. Nous, du côté de Jeunesse et Sport Savoie et du label Manifestation sportive éco-responsable, je sais qu'ils ont, ils ont réfléchi à ça, donc n'hésitez pas à aller trouver de l'info sur leur site web. Alors, on a aussi une réponse qui nous dit il existe des formats petits drapeaux à poser et déposer sur Mmh. le parcours. Mmh. Voilà. Mais ça nécessite par contre d'avoir des équipes de dépose pour Mmh. assurer tout ça. Mmh. Alors, on a une deuxième question de Théo et ça fera lien peut-être avec un autre point qu'on avait abordé dans un précédent webinaire qui nous dit les moyens de transport des personnes se rendant sur un événement ne restent-ils pas un des éléments majeurs sur lesquels il faut insister? Euh, Vous je, commencez. je prends si clairement hein, ça reste, si on porte un regard émissions de gaz à effet de serre, donc un regard porté plutôt climat, ça reste le poste le plus émetteur. Donc il y a un enjeu colossal sur cette question-là. C'est pour ça que je le disais en préambule, le temps de l'éco-cup et du module de tri est révolu. Aujourd'hui, pensons intrinsèquement nos concepts événementiels avec euh, ces, finalement, en tout cas, ces enjeux-là, et celui du transport doit être au cœur pour justement en faire une plus-value, une opportunité et ne pas gérer ce sujet du déplacement comme une contrainte une fois que le concept de l'événement est pondu et vraiment mettre ça au début de la démarche. Du coup, Théo, je te rejoins, c'est effectivement un enjeu majeur. Ok, on avait également une autre question qui rejoint un petit peu la première de Tiffen qui nous demande est-ce qu'on a des conseils pour remplacer les bâches en PVC sur un stand ou un événement en extérieur? Mmh. Alors, je peux y répondre. Mmh. Je dirais déjà les bâches en PVC, elles sont recyclables. D'ailleurs, on détourne pas mal de produits. Je connais beaucoup de personnes, notamment sur le Vercors, qui font du très bon travail, qui récupèrent l'ensemble de mes bâches parce que j'en récupère énormément, malgré que les clients n'écoutent pas toujours, on va dire, d'autres solutions recyclables, on va dire. Mais on est, pas recyclable, mais je dirais moins énergivore ou en tout cas réutilisables à minima, mais elles sont recyclables aussi. Et donc ça, aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait sur les bâches en PVC. On peut aujourd'hui trouver beaucoup d'endroits où elles sont recyclées, réutilisées, notamment pour être réimprimées ou être transformées dans d'autres fonctions. Mmh. Et aujourd'hui, quels sont en tout cas les remplacements? Moi, je fais beaucoup d'enseignes bois. C'est vrai que je fais du bois imprimé. Je propose aussi à mes clients du métal. J'essaie de monter en gamme, on va dire, dans l'esthétisme aussi de l'enseigne ou de ce qu'on veut diffuser. Voilà, de choisir autre chose que le support bâche. Et je suis un petit peu l'anti-kakémono. Bon, je ne suis pas anti de tout, hein, mais en tout cas, tout ce qui est kakémono ou en tout cas diffusion aujourd'hui dans les salons, on les voit de partout. Hein. C'est très pratique, c'est vrai. On les met dans la voiture, on les défile, on a toute l'information, mais je ne sais pas après à voir avec le visitorat, mais je pense que plus personne ne regarde tout ça. On regarde le haut, le titre. On regarde très très peu ce qui est diffusé sur ce kakémono, par exemple. Et voilà, aujourd'hui, c'est peut-être de remettre en question tout simplement qu'est-ce qu'on souhaite diffuser comme message. Et aujourd'hui, est-ce que cette bâche, ou en tout cas, est nécessaire pour arriver à son but? Et c'est là où j'ai des fois des doutes et que j'arrive
souvent d'ailleurs à convaincre certains clients de changer de stratégie et d'investir sur un élément beaucoup plus qualitatif d'ailleurs, parce qu'une bâche soit bien tendue, pas nécessairement très très beau, pour après la réutiliser et même la conserver tellement que l'enseigne est sympa à conserver tout simplement dans son bureau. Et c'est le cas de plus en plus. Voilà, donc moi, oui, voilà le bois. Nous, on est en train de mettre en place un outil pédagogique à base justement qui doit résister aux intempéries extérieures et qui doit supporter des déchets. C'est en fait une bâche de caractérisation des déchets qu'on est en train de sortir. Et du coup, l'enjeu du matériau était fondamental. Et en fait, on en est venu au fait que on avait besoin de ce matériau bâche et qu'on n'en avait pas d'autres qui pouvaient répondre aux mêmes fonctions. Du coup, on le fait avec du coup de la réutilisation, enfin une réutilisation de bâches et du coup de l'assemblage. Voilà, avec au passage, on est en train de construire ça avec et ben voilà. Et des solutions, c'est sûr. Ouais, en tout cas avec un acteur qui fait ça et je vous le partagerai. Son nom m'échappe. Voilà, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Yann? Oui, on vient d'avoir une question d'Alice qui nous demande comment conseilleriez-vous de faire face en tant que professionnel de l'événementiel aux freins qui sont nombreux, voilà, comme ça peut être le cas du budget ou des freins de prestataires locaux, etc., et qui ont un monopole sur les questions de maîtrise du temps, de facilité, voilà, la question des prestataires, des parties prenantes en fait, de l'événement, comment on peut les gérer, comment on peut communiquer. Ça peut être très Alors, comment limitant. on peut faire face à on va dire, ces grosses sociétés, oui, qui sont beaucoup plus rapides, plus structurées? Je dirais, aujourd'hui, oui, c'est les premières à subir. Déjà, je dirais, quand on regarde le post-Covid, en tout cas, ils sont pour la plupart très embêtés, en tout cas pour les grosses structures qui sont très réactives et je dirais très très proches d'un budget bas ou en tout cas une stratégie commerciale beaucoup plus forte que les nôtres. Je dirais plutôt familiale, où là, je dirais les tableaux Excel sont beaucoup moins nombreux. Et donc, on est vraiment structuré totalement différemment. Donc, pour moi, c'est encore, je vais revenir sur l'humain, c'est-à-dire que moi, dans la façon d'amener mes projets ou de construire le projet avec mon client et d'arriver bien évidemment au budget, c'est déjà de le comprendre, de l'aiguiller, mais aussi des fois de simplifier leur stand. C'est-à-dire, je m'explique, ils veulent tout sur une surface très réduite parce qu'il faut mettre le paquet, ils ont des décideurs au-dessus d'eux, il faut qu'ils épatent, ils ont un stress, ils ont un cahier des charges des collègues. Du coup, voilà, on arrive très rapidement à avoir une densité et donc aussi pas mal de prestations payantes qui ne sont pas toujours nécessaires. Et moi, j'ai tendance plutôt des fois à réduire, je dirais, les prétentions et les envies pour diminuer et justifier une autre partie de budget qui va demander un peu plus que ce qu'elle avait imaginé ou ce que le client avait imaginé, pour pouvoir avoir voilà, une cohérence aussi de stand esthétique et harmonieux et surtout, je dirais, comment dire, attrayant. Voilà, parce que la finalité, c'est quand même ça, de la dire ou de faire plaisir à ses collègues, il faut aussi être efficace. Et la politique de prix, subitement, je dirais, dans le dialogue, elle est très bien perçue. Et voilà, aujourd'hui, comme je disais très récemment, on peut très bien réaliser un stand en ligne et le faire soi-même, sans avoir quelqu'un en face de soi avec qui discuter et on sort exactement son projet. Aujourd'hui, ça existe. Il y a un coût, on les voit tout de suite. Ils sont assez onéreux quand même. Et là, je pense que c'est une faute de ne pas communiquer, en tout cas nous qui réalisons des événements ou des stands quotidiennement, de profiter de notre expérience pour voilà, peut-être supprimer ou rentrer dans certains détails pour être plus performant tout simplement. Et cette performance esthétique, elle est aussi, c'est une performance aussi budgétaire parce qu'on ne va pas exploser le budget de notre client. On arrive souvent à la fin à avoir un budget et on va essayer de rentrer dans ce budget. Et donc, je dirais, voilà, les professionnels événementiels
En tout cas, ceux qui sont très réactifs, pour moi, en tout cas, gagnent pas tout le temps les beaux projets. Je suis bien placé pour le savoir parce que voilà, c'est une autre démarche. Donc voilà, le côté budget a ses limites aussi, le temps, le monopole, oui, sur les appels d'offres peut-être, et encore on peut y répondre. Et voilà, aujourd'hui on arrive à s'associer à d'autres sociétés aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner peut-être tout seul non plus. Et chacun peut-être voir avec d'autres entreprises pour justement se compléter et proposer, en tout cas répondre à un appel d'offres qui était peut-être trop ambitieux tout seul, excusez-moi. Donc voilà, pour moi, voilà, il y a beaucoup de solutions. Et ces solutions, elles viennent par le dialogue et par l'humain. Je sais pas si c'est clair. Yann? Alors, on n'a pas de nouvelles questions pour l'instant. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez, ou même pas forcément des questions, mais des retours d'expérience voilà, ou des histoires que vous vouliez partager, n'hésitez pas. On peut prendre encore une ou deux questions. Ah, on a une question qui arrive. Une question qui est un peu plus générale. À mon avis, l'énergie et le transport sont désormais les deux éléments majeurs de l'évolution nécessaire à nos pratiques. Comment peser suffisamment pour pouvoir être en force au niveau politique sur ces questions? Par exemple, comment lutter aujourd'hui pour une approche douce au niveau des transports, sans être en conflit avec les stations qui souhaitent toujours plus de lits et remplir la saison hivernale? Camille, est-ce que tu as une réponse à apporter par rapport à ces liens? Est-ce que tu peux juste redire, ça a coupé à la moitié de la question. Comment peser suffisamment pour pouvoir être en force au niveau politique sur ces questions? Et la fin, c'était plutôt comment lutter aujourd'hui pour une approche douce au niveau des transports, sans être en conflit avec les stations qui souhaitent toujours plus de lits pour remplir la saison hivernale. Ah oui, ok, on sort de la dimension purement événementielle. Et la question est sur la mobilité et les flux, des flux liés à l'activité touristique. Si je reformule pour essayer de bien comprendre, c'est un vague sujet. Je dirais qu'il y a une solution et qu'on entend de plus en plus actuellement, notamment dans la montagne, pour l'accès de nos montagnes en hiver, c'est de réutiliser le train et de réutiliser ce réseau qui a été un petit peu abandonné ces dernières années. On a souvent parlé des abandons, notamment des trains de nuit, et qui aujourd'hui, je crois, il faut s'appuyer absolument, parce que l'existence ce réseau. Et après, je dirais l'accès aux stations se fait à la fois aussi par des navettes ou des cars, ou en tout cas des téléphériques, comme ça peut être le cas à Bourg-Saint-Maurice, par exemple. Mais voilà, je pense qu'on a le réseau aujourd'hui. Ouais, il faut peut-être avoir des convictions politiques, une pression un peu plus forte sur la SNCF, notamment pour relancer tout ce réseau-là, par exemple, existant sur une période où il y a une forte attraction sur la montagne l'hiver. C'est ce que je pense. J'entends aussi dans cette question la pression économique de l'hiver. Et là, du coup, au-delà de la question de la mobilité, on va un petit peu plus loin et on questionne le modèle économique. Alors, c'est pas une solution clé en main, hein, mais en tout cas, il y a, il y a quand même des éléments de réponse là-dessus. C'est notamment l'étalement de l'activité touristique à l'année. Et c'est quand même la clé du tourisme durable de nos montagnes demain. C'est d'arriver à lisser l'activité économique sur à minima 10 mois, plus que 3. Et du coup, en lissant l'activité économique, du coup, on rentre dans, dans ce tourisme qui est plus doux et dans lequel, d'ailleurs, la dimension événementielle aussi a toute sa place. Et on prendra sans doute parce que ben voilà, aujourd'hui, nous, on le voit à travers nos stations flocons verts, il y a des offres écotouristiques qui sont en train d'être créées sur les ailes de saison.
Et dans ces offres touristiques, il y a effectivement beaucoup de séjours doux, liés au patrimoine naturel ou culturel, et dans lequel on a des déplacements doux qui sont possibles parce on a peu de, on a peu de fréquentation. Et en parallèle, on a aussi des étalements économiques à l'année qui sont possibles parce que sur des ailes de saison comme à l'automne, il y a des destinations touristiques de montagne qui bah, autour de savoir-faire ou de gastronomie, voilà, et qui permettent vraiment de sortir du 80-20 hiver-été, quoi. Ok, alors j'espère que la réponse a été complète. Ça a eu un tout petit peu coupé un moment, c'est pour ça, j'espère que ça a été bien compris. On a une dernière, enfin une autre question aussi qui revient un petit peu sur cet aspect transport, qui nous demande est-ce que chez Mountain Riders, on a déjà eu une expérience de mobilisation des institutions publiques pour organiser des solutions de transport pour les visiteurs d'un événement en montagne? Est-ce qu'il y a déjà eu des exemples de mobilisation de la part des pouvoirs publics? Oui, moi j'ai en tête j'ai en tête j'ai en tête Val d'Isère et sa Coupe du Monde, mais j'arrive plus à remettre l'année. Mais où en tout cas les institutions, hein, c'était un maillage collectivité, en tout cas département-région, sur un dispositif exclusivement de transport en commun sur l'accès au front neige sur lequel avait lieu du coup l'événement. Je pense qu'on était dans les années 2008, 2009. C'était une grosse première. Depuis, les collectivités se mobilisent. Euh, je pense encore à la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand l'hiver dernier. En tout cas, il y a des actions de mobilité et de transport en commun sur des gros événements à gros. Ah, on t'a perdu. J'espère que ça va revenir. Bon, ouais, on a dans les commentaires aussi justement Sylvain de Champs-Rousse qui nous dit que pour la coupe Icar, il y a eu aussi des bus mis en place depuis Grenoble et depuis le Grésivaudan. Voilà un exemple de ce qui a pu être fait. On a une autre question, peut-être que ça sera la dernière au vu du temps qui passe assez rapidement, de Tara, qui revient sur la question plutôt du zéro déchet, qui nous dit, lors d'une course de kayak l'année dernière, nous avions organisé un ramassage de déchets qui a suscité beaucoup de succès, mais les déchets ont majoritairement été ramassés dans des sacs poubelles. Auriez-vous une idée afin d'éviter cette création de nouveaux déchets? Hmm. C'est une question très concrète, mais c'est une super question parce qu'on y a déjà pas mal réfléchi, nous, avec nos opérations de ramassage de déchets en montagne notamment. Et du coup, effectivement, nous, la solution qu'on a trouvée, c'est du cabas réutilisable. Utiliser en fait, nous, on avait en tout cas cette question du volume qui ne pouvait pas se limiter à du tissu. Donc, en fait, on a trouvé comme solution le cabas. Alors aujourd'hui, on n'a pas un stock de cabas qui nous permet de couvrir toutes les opérations, mais en tout cas, on a démarré ce stock-là et ça fonctionne bien, d'autant plus que c'est bien plus maniable. En tout cas, nous, quand on fait des opérations de ramassage en montagne, mais j'imagine que là, sur le kayak, c'est la même problématique. Le sac poubelle est franchement pas pratique. En tout cas, pas des plus pratiques. Et donc, le cabas est une solution. Il se lave et il se réutilise. Et il y a aussi, après, les sacs de jute, etc. Après, il faut pouvoir avoir
du volume, mais le sac de jute peut bien marcher également. Ok, merci, merci pour cette réponse. Et ben, est-ce qu'il reste des questions déjà? Est-ce qu'il y a encore des questions à poser ou des informations à transmettre? Bien, ben, je Eh crois qu'on bien, de va. notre côté, s'il n'y a pas de questions, moi je vous remercie tous d'avoir été là. Merci pour votre écoute, merci pour vos apports. Voilà, c'est un petit webinaire très court, donc ça ne permet pas d'aller très très loin, mais j'espère quand même que ça vous aura apporté quelques éléments. En tout cas, merci beaucoup à Nicolas pour ce témoignage. Ça vaut de l'or. Et vous retrouverez tout ça sur notre chaîne YouTube. Mais Yann, je vais te laisser la parole pour le mot de clôture. Exactement. Ben, en tout cas, merci à toi, Camille, pour avoir animé. Merci à toi, Nicolas, pour tes interventions et pour ton expérience. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. Donc, j'avais mis en début de chat le lien pour accéder au guide de l'éco-événement si vous souhaitez le télécharger. Sinon, il est disponible sur notre site mountain-riders.org. Si vous connaissez voilà, des gens qui seraient intéressés pour revoir ce webinaire ou que vous avez envie de le revoir, il sera disponible très rapidement dès la fin, on va dire, du webinaire sur notre chaîne YouTube Mountain Riders avec les autres webinaires qu'on a déjà fait. Et puis, la prochaine thématique, elle rejoint un petit peu celle-là, on va dire. Donc, on se donne rendez-vous mardi dans 2 semaines, le 30 juin, à 18 h, toujours à la même heure, pour un webinaire consacré à nos Mountain Days et plus spécifiquement, comment organiser un ramassage de déchets en montagne. Voilà, on pourra aussi un peu élargir le sujet. Donc, on le fera cette fois-ci avec un intervenant qui fait partie de l'équipe de Mountain Riders, qui est Guillaume, chargé de projet Mountain Days, entre autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà, j'espère que vous pourrez transmettre le mot. N'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux aussi. On met un petit peu toutes les infos sur nos webinaires, sur nos ateliers, sur nos actualités aussi. Et puis, je n'ai plus qu'à… Ouais. J'ajouterai juste une petite chose en clôture. S'il y a des personnes qui travaillent en station, qui sont avec nous, ou en office de tourisme ou en collectivité, sur la question du tourisme, on organise un web atelier vendredi matin, que je ne dise pas de bêtises. Il reste quelques places. Voilà. Si vous avez envie de participer à ce web atelier qui aura pour objectif de produire et de faire émerger et converger des idées, des solutions pour transformer cette période de crise en opportunité pour le tourisme durable, vous êtes le bienvenu. Exactement, ouais, ça fait le lien justement. Voilà, donc vous pouvez retrouver les informations sur LinkedIn ou sur notre site internet. Voilà, on a toutes les informations pour comment s'inscrire. Voilà, et bien, au plaisir de vous revoir. En tout cas, merci encore à toi, Camille, et merci à toi, Nicolas. Et puis, passez une bonne soirée. Merci à tous. Merci.